Bonjour à tous. Pour cette dernière émission, avant les 2 tours des législatives, je me suis porté dans la 2e circonscription des Alpes-Maritimes où le maire et son premier adjoint sont mes invités parce que tous deux sont candidats, mais pour le même fauteuil. Si vous êtes attentifs, vous remarquerez qu'un certain nombre de mes questions sont communes, bien sûr aux 2 candidats. Même s'ils ont été proches, j'attends, vous vous en doutez bien sûr, des réponses différentes. Deuxième partie de Paroles de politique avec Anne Satonnet. Anne Satonnet, bonjour. Bonjour. Le 14 mai 2017, votre communiqué était libellé ainsi « Je suis candidate aux élections législatives 2017. Je suis très honorée d'avoir été choisie pour représenter la droite et le centre aux élections législatives des 11 et 18 juin. Je serai accompagnée dans cette élection par Jérôme Viaud, le jeune et talentueux maire de Grasse qui a accepté d'être mon suppléant sur cet immense territoire. » Voilà, c'est la première partie de votre intervention. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature ? Alors c'est une candidature longuement réfléchie. Je suis élue depuis 20 ans sur ce territoire. J'ai exercé des fonctions à la ville depuis 1995. J'en exerce à nouveau depuis 2014 comme adjointe au maire, première adjointe en charge de l'urbanisme. Mais je suis également depuis 2008 conseillère départementale et vice-présidente du département depuis 2015 sur un canton qui représente 47 communes des 72 communes de cette circonscription. Donc c'est un parcours assez cohérent aujourd'hui. Je me sens suffisamment armée, j'ai suffisamment vécu ce territoire et les difficultés et les enjeux de ce territoire pour pouvoir, je pense, représenter les habitants à l'Assemblée nationale. Première adjointe au maire de Vence, vous vous êtes déclaré le 14 mai. Loïc Dombreval, donc le maire, le 19, vous êtes tous les deux issus de l'UDI. Lui, il a viré En Marche et vous êtes tendance Ciotti. Comment cette situation est perçue sur le terrain par les administrés ? D'abord de Vence et ensuite, vous avez déjà commencé à parcourir la circonscription. Comment c'est perçu ? Alors d'abord, les administrés vensois sont extrêmement surpris. Car l'engagement de Loïc Dombreval, il y a 3 ans à peine, c'est un nouveau maire, un jeune maire qui vient de démarrer son premier mandat finalement exécutif. Il s'est engagé il y a 3 ans par écrit et par oral à ne briguer aucun autre mandat. Il ne veut être que maire, il n'aura aucun autre mandat. Il y a 1 an, il est allé rejoindre l'équipe LR pour pouvoir être conseiller régional. Et puis aujourd'hui, sans en avoir parlé avec personne, sans en avoir même averti la majorité municipale, ni moi-même, qu'il ait appris par un SMS de Nice Matin 10 minutes avant la fin du temps des inscriptions à la préfecture, j'ai découvert qu'il était candidat pour En Marche. Ça nous a surpris à beaucoup d'égards, celui que je viens de vous dire. Ensuite, c'est contraire à l'accord que nous avions passé lorsque nous avons uni nos 2 listes. C'est contraire aussi, je l'ai dit, à ce qu'il avait exprimé au Vensois. Et puis surtout, c'est très surprenant parce que Loïc Dombreval n'a pas soutenu M. Macron. Il n'a d'ailleurs, même en étant un maire d'une ville de 20 000 habitants avec une étiquette politique, il n'a parrainé personne. Donc c'est simplement entre les 2 tours qu'il a dit il faut voter Macron. Mais donc on a été quand même très surpris de le voir tout d'un coup un petit peu en disciple d'Emmanuel Macron. Alors ça, c'est le côté Vensois et il n'est pas, je crois, très intéressant. Nous avons une circonscription et cette circonscription, elle, alors d'abord, elle vit pas très bien, la circonscription. Et vous, personnellement, quels sont vos rapports maintenant ? Écoutez, les rapports, ils sont celui de quelqu'un qui se trouve avec le contrat qui a été passé il y a 3 ans, déchiré et surtout. C'est ce que j'ai fait aussi grave. Un petit peu sur la photo des visuels. Oui, c'est pas très grave à la limite. Parce qu'on vous voit tous les deux côte à côte très très souvent sur les photos. Ce que je ressens moi n'est pas très important à la limite, c'est pas l'essentiel. Ce qui est important, c'est que cela abîme l'image de la ville de Vence. Et la ville de Vence avait trouvé une certaine stabilité avec ce duo du maire et de la première adjointe conseillère départementale dont chacun savait que si Charles Ginesi n'était pas candidat, j'étais candidate aux législatives. Eh bien, tout d'un coup, cette image est abîmée. Ça va laisser des séquelles, évidemment. Il a un peu renversé la table de la majorité départementale.
et quel que soit le résultat, ce sera de toute façon extrêmement négatif pour la ville de Vence. Et j'ai beaucoup de peine pour les Vensois et pour la ville de Vence qu'il ait pris cette décision sans aucune concertation. Vous dites je suis prête à remplir des fonctions qui réclament compétence et expérience. Anne Satonnet, qu'est-ce qui vous rend si sûre d'avoir ces qualités ? Alors, je dis que je me sens prête, parce qu'effectivement, on l'a dit souvent, la politique n'est pas un métier, mais la politique c'est quand même une fonction et un travail qui requiert de plus en plus une véritable connaissance des institutions, une connaissance des problématiques du terrain. Et je pense qu'avec ces 20 ans de mandat exécutif, c'est-à-dire que j'ai depuis 20 ans été soit adjoint au maire, soit conseillère départementale ou vice-présidente du département. À ce titre, j'ai vu énormément d'enjeux sur ce territoire, j'en ai porté beaucoup, j'ai porté des dossiers extrêmement importants en matière d'urbanisme, j'ai porté des dossiers comme l'opération d'intérêt national de la plaine du Var, j'ai porté des dossiers sur la prévention des inondations, j'ai vécu l'intercommunalité, la création de l'intercommunalité en 2000, sa transformation ensuite en communauté urbaine, puis en métropole, j'en connais les difficultés, je connais bien les rouages juridiques puisque je suis juriste et que j'ai fait du droit public, du droit constitutionnel, du droit de l'urbanisme et du droit de l'environnement, je crois être suffisamment armée pour pouvoir soit légiférer, soit arbitrer face à un énarque ou un ministre qui propose un texte en disant voilà quel est mon retour d'expérience du terrain et voilà pourquoi je pense que tel ou tel texte est bon ou tel texte n'est pas bon et doit être amendé dans ce sens. Et c'est dans le domaine de l'environnement que vous voulez vous impliquer ? Alors, pas spécifiquement dans le domaine de l'environnement. Ma formation professionnelle, c'est l'urbanisme, la planification urbaine, l'aménagement du territoire et le droit de l'environnement. Naturellement, ce sont des questions que je maîtrise bien puisque c'est ma formation et que c'est mon métier. Mais je pense pouvoir apporter aussi d'autres sujets. Il faut absolument repenser l'organisation sanitaire en France et l'organisation sanitaire sur nos territoires. Nous avons aujourd'hui une véritable déperdition de professionnels médicaux sur ces territoires, notamment sur cette circonscription. Nous avons des médecins qui vont être en retraite demain et que nous ne savons pas remplacer. Nous avons aujourd'hui des agences régionales de santé qui sont à Marseille et qui n'ont pas réellement conscience de ce qui se passe sur le terrain. Quand on vous dit il y a X médecins à Vence, ça suffit pour tout le secteur de Vence. Et qu'on vous explique que le secteur de Vence couvre Roque-Estéron, eh bien c'est vraiment méconnaître le territoire. Donc je crois qu'il faut peut-être que les agences régionales de santé continuent à prendre les décisions importantes en ce qui concerne les CHU par exemple, mais que tout ce qui concerne la dépendance, les places de maisons de retraite, les médecins, les sages-femmes, eh bien ça reste au niveau départemental et non pas au niveau régional pour que la décision se rapproche du terrain et qu'elle soit une décision de proximité en accord avec les élus locaux qui sont importants. Anne Satonnet, qu'est-ce que vous recherchez à travers cette candidature ? Alors, je cherche à continuer à faire ce que je fais depuis 20 ans, à être proche des gens, au service des gens et au service du territoire. Moi, j'ai une relation de proximité avec les gens, ils vous le diront si vous allez en ville, à Vence ou ailleurs sur mon canton. Vous n'avez pas d'autres ambitions ? J'ai l'ambition d'être demain députée pour pouvoir servir mon territoire et les habitants. Je suis je pense qu'on ne représente bien que les gens que l'on fréquente. Et moi, depuis 20 ans, je fréquente mes concitoyens. Je reçois tout le monde, je prends tout le monde au téléphone, je suis dans les commerces, je suis dans la rue, je suis au marché, je suis interpellée régulièrement sur tous les sujets et j'essaye d'apporter des réponses et des solutions. Je n'y arrive pas toujours, c'est parfois compliqué, mais en tout cas, j'essaye. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que être député, c'est avoir des compétences pour pouvoir avoir du discernement, pour pouvoir juger ou évaluer les textes qui vont nous être proposés par le gouvernement. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir cette compétence. Vous avez un candidat Front National qui a 24 ans et dont les seuls faits d'armes sont d'être chargé de com à la ville de Fréjus et principalement de faire des tweets dont, si vous allez sur Google, vous verrez un peu la teneur. Eh bien, je crois que voilà, c'est un peu léger pour prétendre être député et représenter une circonscription de 72 communes. Anne Satonnet, Loïc Dombreval et vous, puisque vous êtes l'un contre l'autre, est-ce que vous avez envisagé
une éventualité, c'est-à-dire celle de ne pas être élu. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit ou non ? Alors, vous me demandez si nous avons envisagé tous les deux. Non, vous-même. Ah, si moi j'ai envisagé de ne pas être élu. Écoutez, moi je ne veux pas envisager cette situation où personne ne serait élu parce que ça veut dire que le Front National serait élu. C'est une circonscription où le risque Front National est très important. Et on ne peut pas, comme l'a fait... Surtout dans l'arrière-pays d'ailleurs. Hein. Dans l'arrière-pays, mais pas que. Et il y a deux choses que je regrette. La première, c'est que cette circonscription était tout à fait... on pouvait parfaitement lutter contre le Front National, malgré le résultat de la présidentielle, avec un candidat UDI-LR investi que je suis. Loïc Dombreval a fait le choix, malgré le risque au Front National, de venir et d'être candidat contre moi, alors que nous sommes du même parti politique. Vous dites que je serais la candidate UDI Ciotti et lui le candidat UDI, je ne sais pas, centriste qui a viré En Marche. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il a pris le train En Marche. Vous êtes bien UDI. Alors, moi, je suis une candidate Tendance UDI. Ciotti. Alors, je suis UDI, je suis membre du Parti radical valoisien. Le Parti radical valoisien, c'était encore il y a quelques années Jean Leonetti, et c'est toute une partie de son conseil municipal. Le Parti radical valoisien, c'est Pierre Lafitte. Le Parti radical valoisien, c'est Laurent Hénard. Historiquement dans ce département, c'était Jean Médecin, Émile Hugues, Hervé de Fontmichel. Enfin, le Parti radical, ça n'est pas un parti centriste, le Parti radical. Je suis une femme de droite modérée, une femme de droite. J'ai le soutien d'Éric Ciotti. Oui, et d'ailleurs, Éric Ciotti est un remarquable président du département des Alpes-Maritimes et un remarquable député puisqu'il a été désigné meilleur député de France en 2016 par un jury de 10 journalistes qui sont aussi bien de gauche que de droite. En revanche, Éric Ciotti a des positions assez tranchées sur les questions de sécurité, ça ne vous a pas échappé. Quand on est comme lui, président de la commission de lutte contre le djihadisme, eh bien, je pense que l'on a des informations qui lui viennent naturellement de cette présidence de commission, mais qui lui viennent aussi du ministre de l'Intérieur et des différents déplacements qu'il a fait dans les pays. Eh bien, je pense que quand on est en charge de cette commission de lutte contre le djihad, on n'a pas la même vision, effectivement, que certains autres élus locaux qui sont confortablement installés dans leur fauteuil et qui n'ont peut-être pas tout à fait les mêmes informations. Donc oui, Éric Ciotti est un homme assez carré, assez direct, avec un discours sécuritaire important. Mais moi, en tout cas, je suis honorée d'avoir le soutien d'Éric Ciotti, que je considère comme un homme de parole et comme un homme qui a une ligne et qui la conserve, quels que soient les vents mauvais qui peuvent tourner, on l'a vu au moment de la présidentielle. Alors, Renaud Muselier, qui a été élu ce lundi président du conseil régional PACA, est inscrit aussi aux Républicains. Il vient d'apporter, lui, son soutien à Loïc Dombreval, candidat donc de La République En Marche. Comment vous expliquez ce soutien ? Ça, c'est la première question. Et puis, deuxième question, parce que je pense que vous avez dû avoir des échanges avec Jérôme Viaud, votre suppléant. Comment, lui, il a interprété ce soutien ? Alors, comment lui et vous ? Alors, Jérôme Viaud, tout d'abord, qui est un jeune maire LR, président de la communauté d'agglomération et qui représente, en tant que président de l'agglomération, le Pays de Grasse. Le Pays de Grasse, et qui représente haut et fort les couleurs et les valeurs de sa famille politique, qui est celle de Renaud Muselier, qui est un militant de longue date, qui a d'ailleurs fait toutes les campagnes de Renaud Muselier. Je pense qu'il est aujourd'hui un petit peu surpris, un petit peu amer peut-être aussi, mais c'est pas grave. En politique, on a l'habitude de ce genre de... Alors vous êtes surprise et aussi amer. Je parle de Jérôme, et je crois que Jérôme, effectivement, Jérôme Viaud et c'est tout à fait normal qu'il soit extrêmement surpris de voir que Renaud Muselier non seulement soutient contre lui Loïc Dombreval, mais soutient surtout Loïc Dombreval, qui lui-même a le soutien clair et net du PS et des Verts. Je crois que c'est quand même assez surprenant. C'est une sorte de... Allez, on parlait de salade niçoise, on ne sait pas si c'est une petite bouillabaisse marseillaise. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la politique n'en sort pas grandie et que c'est le contraire du renouveau de la politique. Alors, votre propre interprétation, alors maintenant ? Renaud Muselier vient d'être élu, puisque Christian Estrosi a abandonné le siège de président de la région, ce que je regrette, puisque nous avions un président de région dont on nous avait expliqué que c'était bien d'avoir un président de région qui, pour une fois, n'était pas un Marseillais. Voilà, bon. Un an et quelques après, finalement,
il laisse sa place à un Marseillais. Je connais bien Renaud Muselier. Voilà, c'est Renaud Muselier. Il a ses qualités et ses défauts comme tout le monde. Mais en Alors, est-ce que vous êtes surprise et amère? Non, je ne suis pas amère. Je suis peut-être même pas surprise. Mais quand même, tout de même, quand on entend Renaud Muselier annoncer qu'il soutient tous les candidats LR de la région aux élections et qu'il ne soutient pas Jérôme Viaud et Anne Satonnet, régulièrement investis par leur parti politique qui est sa famille politique, eh bien je pense que Renaud Muselier, effectivement, voulait qu'il ne manque pas une voix à son élection à la présidence régionale il y a quelques jours et que, eh bien, certainement, il y a eu une entente. Je trouve simplement que pour un parti comme En Marche, qui nous explique que c'est le renouveau de la politique et qu'il faut faire de la politique autrement, ça ressemble quand même un petit peu aux vieilles tambouilles. Alors que la chancellerie prépare une loi sur la moralisation de la vie publique, il y a 10 jours paraissaient dans les colonnes du Canard enchaîné des révélations sur Richard Ferrand, l'imputant de pratiquer depuis 20 ans un mélange des genres assumé entre intérêt public et privé. Les Républicains trouvant des similitudes entre ce dossier et celui de François Fillon. Anne Satonnet, quel est votre propre éclairage sur cette affaire? Ce ne sont pas seulement les Républicains. Est-ce que c'est une affaire déjà ? Oui, c'est une affaire, naturellement. Ce ne sont pas seulement les Républicains qui trouvent des similitudes entre cette affaire et celle de François Fillon, c'est la France entière, c'est pas juste les Républicains. Tout le monde, évidemment, se pose la question. Concernant la préparation d'une loi sur la moralisation de la vie politique, moi, j'aurais souhaité que le gouvernement s'attache très rapidement à des sujets beaucoup plus majeurs que celui-ci, comme notamment le renforcement du renseignement intérieur, comme notamment la lutte contre une immigration qui est mal contrôlée. Non, là, on décide qu'on va faire une loi sur la moralisation de la vie politique. Je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent qu'il y a eu une douzaine de textes depuis 1980 sur la moralisation de la vie politique. Force est de constater que ce n'est pas ce qui a permis de moraliser. Sur le rapprochement entre ces deux affaires, je veux simplement dire qu'il ne peut pas y avoir deux poids et deux mesures. Ou bien on considérait que M. François Fillon ne pouvait pas être candidat et les médias nous ont largement abreuvés de cette notion du caractère indigne de cette candidature, j'en passe et des meilleurs. Ce qui fait que malgré tout, François Fillon est arrivé à 400 000 voix près de Marine Le Pen. Donc cette affaire, entre guillemets, Fillon, dont on verra d'ailleurs un jour si c'est une affaire, cette affaire Fillon fait que nous nous sommes retrouvés avec le choix entre le Front National et un candidat nouveau que nous ne connaissons pas très bien et qui a été élu et qui est Emmanuel Macron. Aujourd'hui, je ne vois pas à quel titre, après avoir entendu tout ce que nous avons entendu pendant la présidentielle et après avoir eu un gouvernement qui est en train d'élaborer un texte sur la moralisation de la vie politique, on peut permettre à M. Ferrand de continuer à rester ministre. Il est à noter quand même que jeudi, il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet de Brest. Est-ce que vous considérez que c'est une erreur politique que Richard Ferrand reste au gouvernement ? C'est une erreur politique du Premier ministre, je pense, et du Président de la République que... Pas de Richard Ferrand même. De Richard Ferrand, naturellement, mais il ne peut pas prendre cette décision seul. Il y a forcément un accord entre lui, le Premier ministre, et le Président de la République. Et je pense qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire, dresser l'étendard pendant toute la campagne des présidentielles de la probité, de l'intégrité, de la non-mise en examen, si jamais une enquête est ouverte, vous devez, etc. Et puis, au lendemain de l'élection, faire comme si de rien n'était et conserver au sein du gouvernement quelqu'un pour lequel une enquête a été ouverte. Alors, pour terminer sur ce sujet, comment vous interprétez, Anne Satonnet, le mutisme de François Bayrou, qui lui est chargé quand même de la loi de la moralisation, du moins de rédiger cette loi de moralisation de la vie publique? Écoutez, pourquoi se tait-il? Je ne ferai pas de commentaires sur François Bayrou, que je connais depuis très longtemps, puisque j'étais membre de l'UDF. Je vous dirai simplement que pour moi, François Bayrou incarne tout, sauf le renouveau de la vie politique. L'UDI a fait campagne pour Fillon. Il fait toujours campagne avec les Républicains et n'a pas dénoncé les accords liant ces deux partis pour les législatives. Cependant, lundi 22 mai, Jean-Christophe Lagarde, dans une interview aux Parisiens, précisait que sans être pour autant macroniste, il estimait le président est suffisamment libéral pour que l'on puisse trouver des terrains d'entente. Vous faites partie de l'UDI. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration? Est-ce qu'elle vous a surpris? Alors, si la déclaration de Jean-Christophe Lagarde consiste à dire
qu'il y a des sujets, notamment dans le domaine économique, sur lesquels nous pouvons trouver des terrains d'entente demain, notamment au Parlement. Si je suis élu, je trouverai des terrains d'entente. Il avait déjà tendu la main. Alors, je ne parle pas de la main tendue, je parle simplement des textes qui nous seront proposés. Je ne serai pas un député qui votera systématiquement contre, comme pourront le faire les extrêmes, parce que d'abord la France a besoin d'être réformée, a besoin d'être transformée en profondeur, sans faire s'écrouler l'édifice, et que nous avons une vraie responsabilité dans la situation dans laquelle est le pays, de travailler ensemble sur un certain nombre de textes sur lesquels nous pourrons trouver des accords. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est important qu'il y ait cet équilibre au Parlement avec des candidats En Marche, mais aussi des candidats LR-UDI qui pourront de temps en temps, pas seulement pas faire la pointe, mais proposer des amendements, travailler pour que le projet soit le meilleur pour la France. Donc si c'est dans ce sens-là la déclaration de Jean-Christophe Lagarde, je l'entends et personnellement je voterai les réformes indispensables. Je ne serai pas dans l'obstruction systématique, mais je ne serai pas non plus dans l'allégeance. Et si, parce que vous avez bien compris que c'est une période un petit peu quand même compliquée, ça n'a échappé à personne. Mais il y a malgré tout des gens qui sont LR et UDI. Et moi, ma famille politique, c'est bien LR-UDI, ça n'est pas seulement l'UDI. Je suis soutenue par Éric Ciotti, vous l'avez dit, mais je suis également soutenue par la sénatrice Dominique Estrosi Sassone. Je suis soutenue par Jean-Pierre Leleu, le sénateur. Je suis soutenue par Lionel Lucas. Je suis soutenue par Charles Genesi. Donc par toute une partie sur ce territoire de députés ou de gens qui seront demain d'ex-députés qui sont de la droite en général, et nous aurons ensemble des discussions. Je resterai dans le groupe LR-UDI. Si certains UDI veulent rejoindre En Marche au lendemain des législatives, ça leur appartient. Si certains LR, et nous en avons déjà vu quelques-uns qui ont commencé, veulent rejoindre En Marche, eh bien, ça leur appartient. Moi, je crois que le pire serait un parti unique pour la France. Justement, de l'extérieur, on a plutôt l'impression que les Républicains en pleine crise, ils ont un problème de leadership, ils ont un problème d'idéologie, ils s'interrogent même sur la stratégie à tenir face à Macron, avant les législatives et après les législatives, vous venez de le dire. Combien de temps vivront ensemble les partisans de cette droite modérée, c'est-à-dire NKM, Estrosi, Jean-Pierre Raffarin, et puis les tenants d'une droite un petit peu plus dure, Wauquiez, Ciotti, etc. Combien de temps ils pourront vivre ensemble? Est-ce que ça ne va pas éclater? Est-ce que les Républicains ne vont pas éclater? Écoutez, tout ce qui se passe actuellement aura, je pense, le mérite de clarifier les choses. Il n'y a pas ceux Vous le souhaitez que ça éclate ou non? Je ne souhaite pas du tout que ça éclate. Ça n'est jamais bon, et encore moins dans le contexte politique et dans le contexte économique et social dans lequel se trouve le pays et se trouve l'Europe et le monde. Toutefois, je pense que cette élection présidentielle et cette élection législative n'ont jamais été porteuses d'autant d'enjeux aussi majeurs. Nous ne sommes plus, il y a 10 ans ou 15 ans, nous sommes aujourd'hui, en 2017, et les décisions que nous aurons à prendre demain, au Parlement comme au gouvernement, sont des décisions qui ne pourront pas être des décisions prises dans l'eau tiède. Il y a des risques très importants pour la France, des risques le risque de ne pas se redresser, le risque de continuer à régresser, comme nous l'avons vécu avec le Parti socialiste depuis quelques années. Il y a un risque terroriste majeur sur lequel nous avons à lutter. Il y a un risque social, avec cette fameuse fracture sociale dont on parle depuis longtemps, mais qui n'a jamais été aussi explosive. Et je pense que nous n'avons plus le choix d'être dans le nini ou dans l'eau tiède. Et c'est la raison pour laquelle j'ai soutenu fortement François Fillon et le programme qu'il portait, parce que je pense que c'était un programme clair, avec une ligne claire, et qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen, 1, de redresser la France, 2, de faire rempart au populisme du Front National. Alors le Front National, la question sur l'Europe est réglée au point de vue présidentiel. On a compris que les Français veulent rester dans l'Europe, ils n'ont pas voté pour Marine Le Pen. En revanche, sur tout un tas d'autres sujets, ça n'est pas réglé. Et il va falloir que nous ayons ensemble une ligne tout à fait claire, parce que si demain, nous avions un parti unique, et les gens dont vous me parliez tout à l'heure, qui sont prêts à rejoindre, etc., moi je n'appelle pas ça du ralliement, je ne sais plus comment vous l'avez dit. Je pense qu'à un moment donné, c'est dangereux. C'est aussi une forme de reniement.
Parce que quand même, dans ce pays, il y a des courants politiques, des courants de pensée. Si demain tout le monde pense la même chose et que plus personne ne pense rien, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est important, je crois. Et si nous avions un parti unique, un peu tiède, un peu, voilà, on ne sait pas très bien dans quelle direction il irait, et en tout cas, chacun voterait ce que demandent les énarques parisiens, puisque ça ne vous a pas échappé, le cabinet d'Emmanuel Macron est composé à 100% d'énarques, et entre parenthèses à 100% d'hommes, eh bien, je crois que ce serait une mauvaise chose d'avoir un Parlement qui soit une chambre d'enregistrement demain, parce que ce serait un parti unique, des décisions prises par les énarques. Nos territoires méritent, je crois, d'être défendus par des gens qui ont des convictions, qui ont une ligne politique. Et moi, je m'inscris dans cette ligne politique. Je ne suis pas contre le président de la République, mais je ne lui fais pas un chèque en blanc et je veux participer à contrôler l'action du gouvernement. Anne Satonnet, juste pour terminer, ma dernière question. L'UDI, vous avez l'UDI d'un côté, les Républicains de l'autre, et dans les Républicains, on vient d'en parler, une certaine scission entre deux blocs. Il y a d'un côté donc Laurent Wauquiez et puis l'autre partie, ceux qui pourraient rentrer au gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'UDI et Laurent Wauquiez ? D'abord, quelles sont les idées communes entre les deux ? Écoutez, nous avons quand même tous ensemble, parce que vous dites Laurent Wauquiez, Laurent Wauquiez ne représente pas à lui tout seul. Non, mais c'est pour marquer, si vous voulez, il est bien sur, et je fais le geste... Voilà, il est sur... Alors, il a glissé. Laurent Wauquiez et quelques-uns... Il est toujours républicain ? Il est toujours aux Républicains. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que le meilleur rempart au Front National, c'est quand même d'avoir une ligne claire sur ce que nous voulons en termes de sécurité, en termes d'immigration, en termes de lutte contre les communautarismes sur lesquels M. Macron n'est absolument pas clair. C'est un point essentiel. Sur le régalien, nous n'avons aucune certitude de ce que va faire Emmanuel Macron. Et je suis même très étonnée que des gens du niveau des politiques que vous avez cités tout à l'heure et qui sont prêts demain à rejoindre Emmanuel Macron ne se posent pas ces questions-là. Moi, je ne veux pas que l'on se retrouve comme ça demain dans une sorte de coalition un peu floue dans laquelle les Français ne se retrouveront pas et ceux qui ne se retrouveront pas iront voter Front National. Alors bien sûr qu'entre Jean-Christophe Lagarde et Laurent Wauquiez, il y a des différences et elles n'ont échappé à personne. Je pense qu'il faut regarder ce qui rassemble les LR et l'UDI aujourd'hui. Et si demain, une partie des LR et une partie de l'UDI souhaitent rejoindre Emmanuel Macron, eh bien, mais les choses seront claires. Vous le voyez bien, le candidat En Marche, soutenu plus ou moins par Renaud Muselier, avec cette alliance un petit peu de circonstances, est aussi soutenu par le PS et par les Verts. Est-ce que vous croyez vraiment que les citoyens français sont contents de voir ce type d'alliance ? Ils ne savent même plus où ils en sont. Ils ont le sentiment que les politiques sont prêts à tout pour avoir un poste, à renoncer à leurs engagements d'hier, à déchirer tous les contrats qu'ils avaient signés. Je pense que la nouvelle façon de faire de la politique, c'est de rester un petit peu dans sa ligne, c'est de rester droit dans ses valeurs, dans sa fidélité à sa famille politique. On peut ne pas être d'accord, on peut de temps en temps s'engueuler, c'est comme en famille, mais par contre, on doit quand même rester solidaire parce que je crois que vraiment le risque majeur, c'est ce parti où il n'y aurait plus une tête qui dépasse. C'est ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron. Il a dit au départ, je veux des ministres de tous les bords parce que c'est ça qui est intelligent, c'est comme ça qu'il faut travailler. Nous aurons des ministres de gauche, des ministres de droite, des ministres, etc. Le lendemain, il a créé un parti et puis il a dit à tous ses ministres, y compris les ministres LR comme son Premier ministre, si vous voulez rester dans mon gouvernement, vous allez dans vos circonscriptions et vous soutenez les candidats En Marche. Contre les candidats qu'ils avaient eux-mêmes investis, LR, il y a 3 semaines ou un mois. Donc je veux dire, c'est quand même un signe qui est un peu inquiétant. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit, il aura une présidence jupitérienne. Ça veut dire ce que ça veut dire. Anne Satonnet, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien.